Est-ce une prophétie? En tout cas, cela a été dit. Il faut faire mal à Poutine et vite. C'est en ces termes que le patron de la CIA, hier, s'est prononcé. Il voit ainsi la suite de cette guerre. Visiblement, pour les Américains, il est grand temps que le maître du Kremlin arrête de menacer le monde et de préférence en payant le prix fort. Une déclaration choc faite hier qui montre bien le degré d'exaspération de Washington, mais surtout la volonté de la Maison-Blanche d'arrêter au plus vite cette guerre. On écoute le patron de la CIA. Nous ne pensons pas que Poutine veuille sérieusement négocier. Donc selon nous, la clé se situera sur le champ de bataille au cours des 6 prochains mois. Il s'agira de le mettre en échec, lui et son orgueil démesuré, de lui faire comprendre qu'il ne sera pas seulement en mesure d'avancer plus loin en Ukraine, mais qu'à chaque mois qui passe, il court le risque de perdre tout le territoire qu'il a engrangé. Et pour cela, le président Biden l'a dit clairement, nous devons fournir tout le soutien possible. Magali Barthès, c'est assez exceptionnel que le patron de la CIA s'exprime publiquement. Les choses sont dites, il faut que ça s'arrête, 6 mois et sur le terrain. Oui, parce qu'il y avait véritablement la prise de conscience que amener Poutine à la table de négociation aujourd'hui, c'est impossible. Il a plutôt quand même une dynamique pour lui. Il veut s'inscrire sur le temps long avec une mobilisation qui est massive. Donc il va falloir envoyer un message rapidement à Poutine pour que ça cesse. Aux États-Unis, il faut bien comprendre que ça fait plusieurs semaines maintenant que le débat est en train de monter sur comment est-ce qu'on arrête cette guerre. Quelle est la solution? Les Américains, manifestement, voudraient une négociation rapide. Il voit bien que ce n'est pas possible, donc en fait il en prend acte, là, Bill Burns, qui est l'ancien ambassadeur d'ailleurs américain à Moscou, il en prend acte et en fait il dit on va vite, maintenant on livre les armes pour faire la différence sur le terrain et en fait pousser à un cessez-le-feu. On comprend quand même dans les mots de l'administration américaine, enfin, les déclarations qui s'enchaînent ces derniers temps, que l'idée n'est quand même pas de chasser la Russie comme le voudraient les Russes de tout le territoire ukrainien. On voit bien que finalement une espèce de front gelé, où on oublierait la Crimée finalement, ça pourrait convenir aux Américains qui veulent en finir parce que tout ça pèse sur les intérêts américains et que l'obsession américaine, c'est pas l'Europe, c'est l'Asie. On continue, justement, on en parlera de l'Asie, notamment de la Chine dans quelques instants. Mais restons sur cette déclaration. On va faire un tour de table. Monsieur l'ambassadeur, même s'il a été ambassadeur, comme le rappelait Magali, cet homme, c'est le patron de la CIA. C'est pas rien aux États-Unis, surtout quand il s'exprime. C'est pas rien. Ça indique en effet que les États-Unis veulent en finir avec cette guerre en Ukraine d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle les gêne dans d'autres priorités internationales qu'ils peuvent avoir, notamment comment traiter la Chine, qui est le rival systémique et qui est le problème le plus important à moyen terme. En deuxième lieu, probablement qu'ils veulent aussi que ce soit réglé avant les prochaines élections, où ils ne savent pas très bien comment ça va se présenter, comment ça va, etc. Troisièmement, je pense que l'administration américaine, dans le fond, est résignée à ce que tout ça se termine par une partition du territoire ukrainien, ce que l'Ukraine n'est pas prête à accepter, ni son président ni sa population, ce que les Européens, au stade actuel, ne sont pas prêts à accepter non plus, parce que la position que défend Zelensky à l'heure actuelle, c'est tout simplement la défense du droit international, c'est-à-dire de l'intégrité territoriale du pays. Or, on voit bien que dans les rumeurs complémentaires qui ont circulé depuis hier sur le voyage que Burns a fait, où il a vu Zelensky, où il lui aurait proposé, peut-être que c'est simplement une rumeur, mais qu'il lui aurait proposé un plan de paix avec 20% du territoire allant à la Russie, ce qui est d'ailleurs un petit peu plus que ce que la Russie contrôle effectivement actuellement. Mais d'une manière ou d'une autre, on voit bien que dans les propos de Joe Biden aussi, la Crimée est un problème à part, puisqu'elle rentre dans le cadre du dialogue de dissuasion nucléaire avec la Russie. Et comme les Russes ont mis des fusées Iskander, eh bien, du coup, en effet, c'est pour marquer la sanctuarisation de la Crimée, et elle ne peut plus faire partie de la négociation. Donc, de toute façon, il y aura au moins cette partition-là, mais
dans l'esprit des Américains, probablement plus de territoire donné à la Russie. C'est donc un tournant tout à fait important, je crois. Aucun des acteurs dans cette affaire ne définit clairement ses objectifs de guerre. Et d'ailleurs, M. Burns non plus, il ne les définit pas. Mais on peut les déduire de ce qu'il dit. Alors, on salue Pascal Boniface qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je vais d'abord laisser la parole à Mathieu Kerman qui nous a rejoint parce que si vous voulez savoir et surtout comprendre pourquoi les États-Unis ont décidé de mettre un terme à cette guerre, pourquoi les 6 mois, eh bien, il faut lire un document qui a été publié, document Mathieu d'un think tank que vous avez d'ailleurs Magali juste devant vous et c'est riche Mathieu en enseignements. Oui, absolument Christophe. D'abord précisons que ce groupe de réflexion est proche du Pentagone. Ce rapport sert donc avant toute autre chose les intérêts des États-Unis. Alors pourquoi cette guerre devrait se terminer en 6 mois? D'abord, faisons le constat. Si cette guerre entre l'Ukraine et la Russie dure, le rapport explique que les coûts pour les États-Unis et plus largement pour le monde entier seront de plus en plus élevés. Autre point soulevé par ce rapport, l'arme nucléaire. Plus ce conflit s'étend dans le temps, plus le risque que la Russie ait recours à l'arme nucléaire est encore plus important et les gains territoriaux eux aussi pourraient être en faveur de la Fédération de Russie, c'est-à-dire au-delà du Donbass et de la Crimée actuelle. La croissance économique mondiale est également au cœur de ce rapport. Un ralentissement est à prévoir. Le prix de l'énergie pourrait donc continuer à augmenter, tout comme le prix des céréales. Rappelons que depuis plus d'un an, les exportations ont baissé de près de 70%. Enfin, une guerre longue aurait également des conséquences sur la politique étrangère américaine. Les États-Unis ont mis entre parenthèses les autres priorités mondiales, comme par exemple les relations avec la Chine. Et cela, selon le rapport, pourrait accroître la dépendance de la Russie à la Chine et donner donc un avantage sur la scène internationale à la Chine par rapport aux États-Unis. Mathieu, voilà pour le constat. La question que tout le monde se pose, comment arrêter la guerre? Comment les Américains peuvent-ils faire? Eh bien, pour les États-Unis, étant donné qu'aucune des parties semble avoir l'intention ou les capacités de remporter une victoire absolue, la guerre se terminera très probablement par une sorte de résultat négocié. Un accord devra donc être trouvé entre les deux pays. L'Ukraine devrait donc accepter de céder alors le Donbass et la Crimée, même si l'objectif pour les Américains est de retrouver les frontières d'avant le 24 février. Le rapport cite d'ailleurs le secrétaire d'État Anthony Blinken, vous le voyez là, qui explique que l'objectif de la politique américaine est de permettre à l'Ukraine de reprendre le territoire qui lui a été confisqué depuis le 24 février dernier. La négociation, c'est donc le terme au cœur de ce rapport. Le président Biden, qui est cité dans ce rapport, explique que cette guerre pourrait se terminer donc à la table des négociations, mais l'administration n'a pas encore pris des mesures pour pousser les parties vers des pourparlers. Plusieurs options sont données dans ce rapport, notamment celle de faire miroiter à la Russie et à Vladimir Poutine qu'il pourrait y avoir un allègement des sanctions. Merci beaucoup Mathieu Kerman pour cette synthèse fort utile de ce rapport, de ce think tank qui change aujourd'hui beaucoup de choses. Pascal Boniface, votre analyse, après on ira voir le volet militaire bien évidemment et on continuera sur le plateau, mais l'analyse de ce document qui sort à ce moment-là. Alors, il faut voir ce qu'est la Rand Corporation. C'est un organisme qui est effectivement très près du Pentagone, qui travaille beaucoup avec le Pentagone. Et donc, on peut penser que, même si c'est un rapport indépendant, ce n'est pas un rapport officiel qui sort directement d'une administration, de la CIA ou du Pentagone. On peut dire que ce sont ce qu'on appelle des milieux autorisés, en d'autres termes. Et donc, on doit prendre ça comme un ballon d'essai. Comme un ballon d'essai, en fait, jusqu'ici, les États-Unis étaient fermes, on va aider l'Ukraine jusqu'à la victoire. Mais il y a eu déjà auparavant quelques signes avant-coureurs, notamment lorsque, en décembre, le chef d'état-major de l'armée avait dit que, bien, même si Zelensky voulait récupérer la Crimée, il n'était pas sûr que les États-Unis l'aident et fassent de la restitution de la Crimée à l'Ukraine un objectif de la guerre. Donc officiellement, Biden avait dit on va aider l'Ukraine jusqu'à la victoire, sans jamais que la victoire soit définie en termes territoriaux. Là, en fait, c'est une façon de faire pression sur l'Ukraine en disant peut-être ne soyez pas trop exigeants parce que vous pourriez obtenir moins. Et on est quelques-uns à dire depuis longtemps que aider l'Ukraine jusqu'à la victoire, c'est aussi, en fait, sans l'aide américaine, militairement, l'Ukraine est quand même en difficulté et que s'ils le veulent, les États-Unis ont des moyens de pression. Donc là, pour l'instant, une fois encore, ce n'est pas un rapport officiel. C'est un ballon d'essai, mais ce n'est pas non plus un centre pacifiste ou un organe qui est sans lien avec les institutions officielles des États-Unis.
Et donc, c'est une sorte de porte ouverte sur la Russie et un moyen de pression indirecte sur l'Ukraine. Pascal Boniface, est-ce à dire que les Américains ont repris le commandement des opérations et ils sont aujourd'hui le maître du temps dans cette guerre? On peut dire qu'ils ont toujours été les maîtres des opérations parce que tant qu'ils pensaient qu'il était possible de faire plier Moscou, ils ont aidé massivement l'Ukraine. Ils doivent constater que, rappelez-vous, il y a quand même un mois et demi, on parlait d'un effondrement de l'armée russe. Et les victoires ukrainiennes laissaient entendre qu'il y allait avoir une débandade générale de l'armée russe et que très rapidement, les Russes seraient refoulés en dehors des territoires conquis depuis le 24 février et que même la progression en Crimée était une question de jours. Apparemment, ce n'est pas le cas et la mobilisation annoncée par Poutine, même si elle est très coûteuse pour l'économie russe et aussi pour le système, tout simplement, vient rendre une victoire totale de l'Ukraine sur la Russie encore plus difficile parce que le rapport est simple, bien sûr, en termes de PIB, en termes matériels, l'Occident et donc l'Ukraine a l'avantage, mais en termes démographiques, ce n'est pas le cas. Il y a 140 millions de Russes et il y a actuellement 35 millions d'Ukrainiens, beaucoup ont fui, et comme dans la mesure où les Occidentaux ne veulent pas envoyer de soldats se battre, ça permet à la Russie de tenir. Et donc, on peut dire que les Américains ont joué la carte de la victoire totale, et là, ils voient que ce n'était pas aussi facile qu'ils espéraient. Ils reprennent les choses en main, effectivement, pour, disons, donner le signal qu'il peut y avoir une fin plus rapide et que peut-être que chacun a un intérêt à ce que la guerre ne dure pas de façon très longue, puisque en fait le vrai problème, c'est dit en sous-main dans ce rapport, les Américains savent que le vrai problème pour eux, c'est la Chine, et en fait cette guerre n'a fait que renforcer les relations entre Pékin et la Russie dans une plus grande dépendance de la Russie à l'égard de Pékin, et ceci ne fait pas les affaires des Américains pour cela. J'ai une dernière question à vous poser, que je poserai d'ailleurs également à ce plateau, mais pour cela, j'appelle ce qui va suivre. C'est ce qui ressort d'une réunion, là aussi présentée comme confidentielle, de hauts responsables du Pentagone et qui affirment que Kiev ne pourra pas récupérer la Crimée, qu'elle n'en a pas les moyens. Voilà une partie du plan américain. Et les Ukrainiens dans tout ça, est-ce qu'ils ont encore leur mot à dire, Pascal Boniface ? En fait, pour l'instant, les Ukrainiens ont été fortement aidés quand même par les Américains et les Européens. Et donc, ils ont leur mot à dire, sauf que s'il y avait une coupure de l'aide ou une très forte diminution, comme les Ukrainiens le craignaient au cas où les Républicains prennent le contrôle total du Congrès, ils ne sont plus en mesure de faire cela. Il y a quand même, oui, bien sûr, la Crimée a été annexée de façon illégale, mais les populations qui vivent en Crimée ne se sentent pas ukrainiennes. Et donc même la conquête militaire de la Crimée sera difficile et la réoccupation de la Crimée par l'Ukraine ou la restitution de la Crimée à l'Ukraine ne sera pas vécue de façon paisible par la plupart des gens qui habitent en Crimée. Donc ça, c'est un fait objectif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pascal Boniface. Excellente fin de journée. Général Delors, il y a aussi dans cette phrase, dans cette sortie du patron de la CIA, il dit « c'est 6 mois et ça sera sur le terrain ». Comment c'est possible sur le terrain aujourd'hui de récupérer ces territoires que les Russes ont conquis depuis 1 an maintenant ? Il y a manifestement 2 lutteurs qui ne veulent rien entendre, l'Ukrainien et le Russe. Il faut arriver à une solution. On commence une guerre, c'est assez facile. La terminer, c'est toujours plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire que peut-être amener l'un et l'autre justement à ce point d'équilibre qui fait que ni l'un ni l'autre n'a le sentiment de pouvoir gagner rapidement. Alors, 6 mois, ça tombe à peu près à ce qu'on peut évaluer comme étant la plus grande probabilité d'une offensive russe. Si les Russes déclenchent une offensive à la fin du printemps, au début de l'été, il pourrait y avoir cette confrontation militaire sur le terrain qui pourrait, avec l'aide des Occidentaux, permettre de bloquer les Russes. Qui pourrait, là aussi, donner un sentiment aux Russes qu'ils ne pourront pas avoir la décision sur le terrain. Si les Russes n'attaquent pas d'ici là, les Ukrainiens pourraient éventuellement le faire. Mais, votre différence d'intervenants l'ont fait remarquer, les Américains ont toutes les capacités en matière de renseignement, de soutien militaire, soutien logistique. Et donc, en fonction de
l'importance du soutien qui est accordé aux Ukrainiens, ceux-ci sont en mesure de mener une véritable offensive ou pas. Avec les décisions récentes prises par le président Biden, il y a ce signal pour l'ouverture du renforcement en matière de chars lourds, mais qui est un signal pondéré. C'est-à-dire que oui, pour les Léopards, les Abrams, c'est d'accord, mais il faut d'abord qu'on les fabrique. Et puis, vous aurez donc une certaine capacité pour bloquer les Russes. Mais en tout cas, le président Biden, qui est d'ailleurs, tout est cohérent entre ce que dit le patron de la CIA, ce que dit le chef d'état-major, ce que dit le secrétaire d'État Austin, etc., tout ça est cohérent, c'est qu'on ne veut pas arriver à une confrontation majeure avec les Russes. Alors 6 mois, c'est le mois de juillet. Alors le mois de juillet, soit les Russes sont attaqués et ils se sont fait bloquer et ils comprennent le signal, soit les Ukrainiens prennent conscience qu'ils ne sont pas en mesure de mener cette offensive, et dans ce cas-là, les conditions pourraient être réunies pour aller à des négociations. Alors, on va écouter justement la position russe. Je vous propose d'aller retrouver nos envoyés spéciaux à Moscou. Je vous laisserai justement la parole parce que vous les connaissez bien, Thierry Volton, juste après, Jérôme Garraud et Gilles Parot. Du côté russe, vous allez voir qu'on est sur une position tout à fait différente. Poutine l'a redit hier lors des commémorations, les 80 ans de la victoire patriotique sur l'Allemagne nazie. Cette guerre durera très longtemps, Jérôme. Vladimir Poutine se sent prêt pour une guerre longue et il prépare les Russes à cette idée. Nous étions présents hier dans la salle où le président russe a fait son discours et en creux, c'était aussi ça son message. En 1941, au moment de l'invasion allemande, l'armée russe, l'armée soviétique semble sur le point de s'effondrer. En 1942, l'Allemagne contrôle 90% de Stalingrad. Et pourtant, au prix d'un sacrifice immense, au prix de millions et de dizaines de millions de morts, ce sont les soviétiques qui ont gagné, qui ont épuisé puis détruit l'armée allemande. C'est un petit peu ça aussi son message. Pour nous les Russes, rien n'est jamais perdu. Par ailleurs, l'armée est en train d'être réorganisée ici, le recrutement est élargi, donc le Kremlin se projette au-delà de 2023. Vladimir Poutine fait le pari que les industries occidentales ne sont pas prêtes, ne sont pas conçues pour une guerre qui durerait plusieurs années, alors que la Russie a des réserves en hommes immenses et des réserves en matériel, même si c'est un matériel très ancien. Vous voyez, l'idée, c'est vraiment d'épuiser année après année les dirigeants européens et américains. Merci beaucoup, Jérôme Garraud. Merci à Gilles Parot qui vous accompagne. Thierry Volton, 2 stratégies, mais vieilles comme la confrontation entre Russes et Américains s'oppose aujourd'hui, la rapidité, le coup de poing américain et le temps long pour les Russes et pour Poutine surtout. Les Américains ne gagnent pas toujours dans ce type de coup de poing parce qu'on l'a vu en Corée, on l'a vu dans d'autres circonstances. Donc il ne faut pas prendre les désirs américains pour des réalités en clair. Bon, il est clair que ce qui vient d'être dit est très intéressant. Votre journaliste a bien analysé les choses. Il est clair que Poutine s'inscrit dans un temps long. Il est clair que, et je crois qu'il ne faut pas qu'on néglige ça, que surtout s'il se rappelle Stalingrad, etc., la Grande Guerre patriotique, tout ça sont les choses dans lesquelles les Russes ont été baignés depuis leur enfance, depuis leurs plus jeunes enfants. Ça cause aux Russes. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à des sacrifices, puisque leurs familles se sont sacrifiées avant, donc c'est un discours qui est entendu. Il ne faut pas dire c'est juste un discours qui va servir à la propagande. Et qu'au bout du sacrifice, il y a la victoire. Oui, bien sûr, il y a la victoire. Bon. Et c'est vrai qu'il s'inscrit dans un temps long, et dans une certaine mesure, il a raison de s'inscrire dans un temps long, parce que d'abord, il a les hommes, c'est vrai, il est prêt à sacrifier des millions. Peut-être pas des millions, en tout cas des milliers, parce que, bon, en tout cas, l'expérience justement soviétique montre qu'ils sont prêts à sacrifier des millions pour ça. Il a les ressources industrielles, même si elles sont très limitées à cause des sanctions, mais enfin, il a ça encore. Puis il a déjà 320 000 hommes sur le terrain. 320 000 hommes, c'est pas rien, c'est pas une petite armée. Donc, je parle et ça commence à faire la différence sur le terrain. Ça commence à faire la différence sur le terrain. Donc, on est effectivement dans 2 perspectives totalement différentes. Je dois dire que je suis plus optimiste, enfin en vérité excessivement pessimiste, dans la perspective poutinienne. Je pense que c'est lui qui est plus dans la réalité. C'est-à-dire que on est prêt à un long combat, nous allons le mener, etc. Du côté américain, je pense que l'idée de faire caler les Russes en 6 mois, j'y crois beaucoup moins. Alors peut-être qu'il y aura effectivement une offensive russe qui va être arrêtée, comme il a été dit. En tout cas, on peut l'espérer. Mais dans tout ça, et je pense que le papier de la Rand Corporation est excessivement important parce que c'est effectivement la vision du Pentagone. Dans tout ça, il faut quand même dire les choses excessivement clairement. C'est que si le scénario qui est annoncé par la Rand Corporation est celui qui risque de se passer, c'est une défaite des Ukrainiens.
soyons clairs, c'est une défaite des Ukrainiens. Parce que si on accorde à Poutine le fait qu'il mange 20% du territoire ukrainien, c'est quelque part une victoire. Je vous signale qu'est-ce qu'il veut. C'est pas, il a abandonné l'idée de libérer totalement l'Ukraine. Mais ce qu'il veut, c'est évidemment garder le Donbass. Et bon, la Crimée, ça fait des semaines que je dis que de toute façon, elle est perdue, malheureusement, à mon avis, pour les Ukrainiens. Mais là, donc, on est dans une perspective, à mon avis, excessivement préoccupante pour les Ukrainiens. Et effectivement, les Américains ont tous les moyens possibles de couper le robinet et donc de les obliger à négocier. Donc, je peux avancer un tout petit peu dans mon raisonnement. Je dirais que la seule façon... Alors évidemment, c'est encore utopique, mais la seule façon de faire passer la pilule pour les Ukrainiens, ça serait de leur garantir de rentrer très vite dans l'Union européenne et éventuellement même dans l'OTAN. Parce que ça serait donc une défaite politique à ce moment-là de Poutine. Donc il aurait un gain militaire, matériel sur le terrain, mais il aurait une défaite politique pour lui répondre que il n'a pas forcément gagné. Maintenant, je ne suis pas sûr que ni l'OTAN ni l'Union européenne soient capables et le désir de faire entrer rapidement les choses. Mais je pense que c'est très important comme deal, si je puis dire.